face à un dilemme. Est-ce que vous savez qu'on a déjà 10 minutes de retard, ou non, 40 minutes de retard par rapport à l'horaire initial. Donc, je vais essayer de ne pas zapper complètement la présentation des activités de recherche de l'école. Donc, je me passe la parole à moi-même. Essayer de faire un survol recherche, formation et association scientifique dans le domaine du spatial. Alors, je vais commencer par les aspects de recherche. Je vais aussi prier par avance, je vais essayer de raccourcir ma présentation, qui était de toute façon trop longue par rapport au créneau qui m'était imparti déjà. Et donc, je sais que je vais susciter de la frustration chez tous les collègues qui m'ont transmis des éléments pour préparer cette présentation, mais il va falloir la raccourcir. Alors, peut-être, sans prendre trop de temps, l'école est bien connue pour, évidemment, ses aspects de formation. Elle est peut-être moins connue pour ses aspects de recherche. Donc, on a la chance d'avoir un centre de recherche multidisciplinaire à l'école qui est composé d'une vingtaine de laboratoires et qui abrite globalement 1700 personnes, dont 900 permanents, chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs techniciens administratifs. Et avec le degré d'approximation qu'il convient à ce type d'information, donc on peut estimer que 12 à 15% du potentiel de ce potentiel de recherche touche à des activités qui touchent de près ou de loin au spatial, et donc c'est un potentiel qui n'est quand même pas complètement négligeable. Je vous passe les chiffres qui sont sur la fin de ce transparent. Alors, ce centre de recherche, il comporte des laboratoires qui relèvent de départements d'enseignement et de recherche, qui sont au nombre de 10, et qui touchent l'ensemble des secteurs disciplinaires, la physique dans toutes ses dimensions, les mathématiques appliquées, computer science, l'informatique en français, la mécanique dans ses triples déclinaisons solide, fluide et météorologie en fait. Toutes ces 5 départements sont au cœur des recherches qui sont effectuées dans le domaine du spatial, ainsi qu'un 6e qui est le département d'humanité et sciences sociales, où il se développe une activité de gestion qui a aussi trait avec le secteur du spatial. Alors, j'avais structuré cette présentation autour de 4 axes clés. Donc, nous avons des recherches qui ont trait aux technologies spatiales, à l'exploration et l'observation de l'univers et du système solaire. Comme on l'a dit, il faut bien monter là-haut pour observer. On a aussi des activités qui utilisent le fait que l'espace est un lieu d'expérimentation unique en soi. Et enfin, comme je viens de le dire à l'instant, le fait que l'espace est source d'innovation et de valeur et qu'il suscite des recherches dans ce domaine dans le but de formaliser cette dimension de l'espace. Alors, en matière de technologie spatiale, nous avons comme il a été dit à l'instant et par Eric Dalbiès et par les orateurs précédents, on a des activités dans le domaine de la mécanique au sens large. Donc, il a été dit à plusieurs reprises comment l'importance des matériaux, des structures, de l'aérodynamique, de l'aéroacoustique, de la combustion dans tous les domaines de la propulsion, mais également dans le domaine de la stabilité et de la fiabilité des satellites. Alors, on a un certain nombre de laboratoires qui travaillent directement dans ces domaines, le LADIX, le laboratoire d'hydrodynamique, le laboratoire de mécanique des structures, le laboratoire des solides irradiés, et j'avais prévu de faire un certain nombre de branchements sur les activités de ces laboratoires. Je vais en prendre un qui n'a pas été évoqué. J'avais prévu pour le compte du LADIX d'illustrer ce que Eric vient de dire autour des instabilités thermoacoustiques qui sont un phénomène physique extrêmement important qui peut mettre en péril, je dirais, les lanceurs si le couplage entre l'énergie et l'acoustique se fait, et donc il faut éviter qu'il se fasse, mais pour éviter qu'il se fasse, il faut comprendre quelles sont les conditions dans lesquelles il peut se réaliser, et donc il faut développer de la modélisation et de la simulation, et c'est ce que fait le LADIX. Je vais aborder peut-être quelque chose qui est peut-être moins connu, qui est l'activité du laboratoire des solides irradiés, et en particulier pour signaler que nous avons à l'école un équipement unique, une plateforme qui s'appelle Sirius, qui est un équipement d'irradiation électronique, et que nous utilisons cet équipement pour étudier le vieillissement des matériaux du spatial sous irradiation, à la fois dans le passage de la ceinture de Van Allen, donc, on a souligné l'importance de la précision de la mesure du temps, et le passage dans la barrière de Van Allen
ceinture de Van Allen, excusez-moi, dérègle les horloges, donc c'est des choses qu'il faut comprendre pour pouvoir y remédier, et ainsi que le vieillissement des panneaux solaires sous irradiation, donc panneaux solaires dont on connaît l'importance pour la génération de l'électricité à bord. On a des compétences en matière d'optimisation, de contrôle et de commande dans les deux laboratoires qui sont le Centre de mathématiques appliquées et le laboratoire d'informatique de l'École polytechnique. J'avais prévu d'illustrer les activités du CEMAP autour, si je trouve la souris, d'un exemple qui est celui d'un travail qui a été effectué dans le cadre d'une chaire, la chaire modélisation mathématiques et simulation numérique, qui est soutenue par la Fondation de recherche EADS, sur la modulation de la poussée pour envoyer les satellites sur leurs orbites de transfert. Et une modulation, l'équipe du CEMAP a montré qu'avec une modulation intelligente de la poussée, on pouvait accroître la charge utile. Il y avait un gain non négligeable de charge utile sur la charge utile satellisée. Et donc, ce sont des compétences en matière d'optimisation non linéaire qui ont été mises à l'œuvre pour faire ce travail. Et qui, évidemment, a également beaucoup plus d'extension que cette simple application. On a beaucoup parlé, je crois que tous les orateurs ont parlé de propulsion électrique, donc nous avons une activité importante en matière de propulsion électrique, à travers non seulement la participation, je dirais, ancienne de deux laboratoires, le CPHT, le Centre de physique théorique, et le LPP, le laboratoire de physique des plasmas, au moteur PPS 1350, développé par Cerfran, et à travers donc la participation au G2R, au groupement de recherche porté par le CNRS P2S2, propulsion plasmique pour les systèmes spatiaux. Et cette compétence que nous avons acquise à cette occasion nous a permis de proposer un nouveau concept au LPP qui consiste non plus à injecter simplement des ions positifs, mais à injecter ou à obtenir la poussée avec une alternance d'ions positifs et négatifs en piégeant les électrons à l'intérieur du moteur, ce qui est un concept révolutionnaire. Et ceci a été l'objet d'une belle aventure avec un premier dépôt de brevet en fin 2005. Je vous passe la liste des soutiens qu'il a fallu obtenir, conjuguer pour permettre les développements et les études successives autour de ce moteur et qui fait l'objet actuellement d'un partenariat avec Astrium, comme cela a été rappelé tout à l'heure. Et donc ceci est une forte composante, une forte compétence au sein du centre de recherche, la physique des plasmas de manière générale. En matière d'instrumentation spatiale, je sais que Pauline va me rappeler à l'ordre dans quelques instants, donc l'ensemble des trois laboratoires qui structures qui sont les plus impliquées dans les activités liées au spatial, à savoir le LPP, le LLR, le laboratoire Le Prince Ringuet, le LLR, pas LLR, excusez-moi, et le laboratoire de météorologie dynamique, développent des instrumentations spatiales spécifiques à leurs activités, à leurs besoins d'observation et à leurs besoins de recherche, et je ne veux pas rentrer dans les détails. En matière d'observation de l'espace et du système solaire, il est clair que nous pouvons observer loin et aux confins de l'univers et donc comprendre la genèse de l'univers. Ce sont des activités qui sont portées par le Centre de physique théorique et le LLR. On s'intéresse également particulièrement à tout notre environnement du système solaire et le Soleil et son veau solaire pour des applications de compréhension d'une part et de protection de l'ensemble des satellites et de la planète Terre et de mieux prédire les éruptions solaires. Donc c'est aussi un travail de compréhension sur les instabilités dans la couronne solaire qui sont à l'origine des éruptions solaires. Un certain nombre de questions se posent sur la couronne solaire et les processus de transfert d'énergie dans le Soleil. Et ça donne lieu effectivement à de la modélisation, de la simulation numérique et pour la compréhension des mécanismes physiques qui gouvernent le chauffage de la couronne solaire. Et également, ça donne lieu à des très belles images, ce qui n'est pas le moindre des avantages de ce type d'activité, dont on essaye de tirer des enseignements pour la compréhension de notre environnement et la protection de notre Terre et la prédiction des éruptions et la protection des satellites et la prévision des perturbations de communication.
Le LMD, lui, est spécialisé dans l'observation de la Terre et des autres planètes du système solaire. C'est un laboratoire qui a une longue histoire en matière d'activité spatiale. Il a participé à plus d'une vingtaine de campagnes d'acquisition, d'observation satellitaire et d'observation conjuguée satellitaire et sol. En particulier, il est, on l'a mentionné tout à l'heure, il est au cœur du projet Merlin, qui va permettre de quantifier les émissions de méthane dans l'atmosphère, en particulier grâce aux compétences uniques dont il dispose en matière de lidar, que ce soit des lidars sol ou des lidars aéroportés. L'espace, je l'ai dit, est un lieu d'expérimentation unique. Ça permet de voir plus loin et mieux, on l'a déjà dit. Ça permet également de s'affranchir de la gravité pour faire un certain nombre d'expériences de compréhension, en particulier sur la genèse des matériaux. Un grand nombre de matériaux, comme il a été dit tout à l'heure par Eric, sont créés à partir de solidification. Il n'a pas tout à fait dit ça, mais j'extrapole un tout petit peu. Donc, il faut pouvoir modéliser dans ces processus de solidification et la création d'un certain nombre de formes particulières qu'on appelle des dendrites. Donc, il faut les comprendre, il faut les maîtriser. Et quand ça se passe au sol, ce phénomène est très pollué par la gravité, par l'existence de la convection, et donc aller dans l'espace permet de s'affranchir de la convection et donc de faire des expériences plus propres. Et c'est ce que fait le laboratoire PMC en particulier au centre de recherche. Et ça donne lieu également à des aspects de modélisation et de simulation autour de la croissance dendritique, avec donc de très belles encore simulations dans ce cadre-là. Je ne rentrerai pas dans le détail des processus d'innovation dans le spatial. Le CRG y travaille de concert avec le CNES. À la lumière d'une expérience qui a duré plusieurs dizaines d'années, et ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut souligner, c'est-à-dire qu'entre le modèle économique qui a prévalu à la mise en place du satellite et sur l'intégralité de la vie, on a un décalage dans le modèle économique ou dans le modèle de création de valeur. Et l'étude qui a été faite dans le contexte de l'opération Topex-Poséidon a bien montré qu'on passait d'un modèle de valeur centré sur la production de connaissances au départ, sur un modèle de valeur qui était sur la production de services vers la fin de la vie du satellite, et que ceci est quelque chose qu'il convient d'analyser pour le prendre en compte dans la planification des business plans liés à l'activité satellitaire. Quelques mots sur nos formations en relation avec les activités spatiales. Alors les élèves ont l'occasion à plusieurs reprises de se frotter donc aux activités spatiales, et je vais essentiellement me concentrer sur les aspects projets et travaux pratiques, donc à travers un certain nombre de projets qui émaillent leur scolarité, que ce soit en deuxième année ou en troisième année ou en quatrième année. Je vais m'attarder un tout petit peu sur les projets scientifiques collectifs. Ce sont des projets qui ont démarré maintenant à l'école depuis une dizaine d'années, qui sont exécutés en deuxième année. C'est un travail d'équipe de 4 à 6 membres qui sont répartis sur toute l'année scolaire à raison de plusieurs heures par semaine. C'est encadré par un tuteur et il y a un fort contenu scientifique, évidemment, et c'est là-dessus qu'ils sont un peu jugés, et leur capacité de travailler en équipe. On a donc, on a environ une petite centaine de projets scientifiques collectifs par an. Je vais prendre un exemple récent, celui de la conception de la propulsion d'un véhicule spatial suborbital, qui se trouve avoir été primé par Safran, donc la remise de ce prix ayant eu lieu à l'occasion du Salon du Bourget en 2013, et vous en avez la photo sur le transparent. Le Centre spatial étudiant, c'est quelque chose que nous avons créé à l'école depuis 4-5 ans. L'idée étant d'apporter un soutien important par l'école à l'activité des étudiants autour du spatial. Donc, ce centre spatial étudiant était initialement une initiative des élèves, et l'école a dégagé des moyens pour venir apporter un soutien à ce centre spatial étudiant, donc, dont les objectifs sont de promouvoir les activités spatiales, évidemment, et le binet de ce soir, l'invitation de ce soir et la journée d'aujourd'hui en est un exemple. Aider les étudiants à répondre aux appels d'offres des agences pour des projets étudiants, et on y a fait allusion à plusieurs reprises.
Assurer la coordination des projets de long terme. Un CubeSat, c'est plusieurs années entre le premier PSC et donc l'envoi dans 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Donc il faut assurer une continuité et le Centre spatial étudiant permet d'assurer cette continuité et la transmission des connaissances et de manière générale apporter le soutien logistique à l'ensemble de ces activités. Donc on est engagé actuellement dans des projets de nanosatellites, ça a été dit tout à l'heure par Michel Lemoine. Il faut certainement donc peut-être mieux coordonner l'ensemble des projets de satellites étudiants à travers, d'abord sur le plan national et peut-être au plan européen. Ceci s'inscrit également dans le fait que la future université de Paris-Saclay va vouloir se doter d'une lisibilité en matière de projets de centre spatial étudiant ou de projets satellites étudiants. Et donc nous sommes tout à fait inscrits dans cette dynamique, de même que c'est inscrit dans une dynamique de collaboration que nous avons avec ParisTech. Il y a également des projets ballons en cours qui sont très liés à l'activité du LMD et donc en marge, en complément donc les activités du bidet astronautique et qui ont été à l'origine de la venue de Jean-François Clairvoy à l'école ce soir. Notre projet, clairement, au niveau de l'école, c'est de renforcer la lisibilité et la visibilité de l'école en matière d'activités liées au spatial. L'école, de notre point de vue, ne l'est peut-être pas suffisamment complètement aujourd'hui, et je crois que c'est quelque chose que l'on entend corriger, éventuellement améliorer. Donc de renforcer le centre spatial étudiant, en particulier en assurant un engagement important pendant des projets longs, d'identifier des enseignements existants qui sont susceptibles de faciliter la participation des élèves à des activités spatiales et les organiser autour, ces enseignements autour des métiers du spatial. Je crois que c'est un enjeu important de positionnement de l'école. Ceci va de pair avec l'établissement de partenariats avec le monde industriel, avec les agences nationales, et ceci explique en partie le contenu de cette journée. Et de manière plus large, donc, d'identifier et de stimuler les activités de recherche pour le campus susceptibles d'avoir un intérêt pour le spatial, en liaison avec l'ENSTA toute proche. Voilà, et j'en termine sur cette belle image du télescope Fermi porté par le LLR. Voilà. Merci à vous. Voilà, je me repasse la parole en tant que monsieur Loyal.